Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. J'espère que le précédent t'a permis de surmonter les premiers blocages que tu pouvais rencontrer. Nous allons maintenant aborder la croyance qui bloque le plus l'action. D'après toutes les enquêtes que j'ai réalisées auprès des abonnés à ma newsletter, c'est vraiment la chose qui bloque le plus de personnes. Alors cette croyance s'exprime un petit peu différemment selon les personnes, mais revient en fait à la même idée. Voici directement des citations de mes abonnés. Je leur avais demandé dans une enquête de m'indiquer quelle était la principale difficulté qu'ils rencontraient pour réduire leur empreinte carbone. Tous nos efforts ne sont que des gouttes d'eau pour changer l'océan. J'ai peu de moyens d'action pour changer le monde. Travailler sur mon empreinte carbone ne suffira pas. Quid des industries polluantes? Ça bouge trop peu au niveau politique. J'ai un sentiment d'impuissance face aux politiques. J'ai le sentiment qu'une infime minorité consentira à faire des efforts. Donc si je résume cette croyance qui empêche mes abonnés d'agir, c'est mon action ne sert à rien, agir tout seul ne sert à rien, ce sont les élus politiques qui ont le pouvoir d'agir, ou en tout cas par rapport à eux, moi je ne peux rien, ou alors ce sont les industries, les entreprises qui ont le pouvoir d'agir, et par rapport à eux, je ne peux rien. Alors je vais commencer par aller au maximum dans ce sens, même si tu verras que ce n'est pas mon point de vue au final. Et si ça ne servait à rien? Et si agir individuellement ne servait à rien? La question c'est « et alors ?» Même si dans le pire des cas, ton action ne servait à rien, mais alors à rien du tout, est-ce que pour autant, tu voudrais continuer à ressentir ce décalage entre ta conscience écologique, ta conscience de la crise écologique en cours et tes actions dans la vie quotidienne? Est-ce que si tu es là, ce n'est pas justement parce que ce décalage commence à devenir insupportable? Autre question, si tu discutes avec tes petits-enfants dans 40 ans, est-ce que tu voudras faire partie des personnes qui ont essayé de faire quelque chose, aussi ridicule leur action soit-elle, ou est-ce que tu voudras être du côté des personnes qui n'ont même pas essayé? De quel côté tu veux être pour toi et ta conscience? Tu peux agir au moins juste pour toi, parce que ça te fera du bien de savoir que tu fais quelque chose plutôt que de subir l'inaction des autres citoyens, l'inaction des politiques, l'inaction des entreprises. Agir, c'est reprendre le contrôle. Et les autres, on s'en fout. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour faire ce qui te semble être la bonne chose à faire. Voilà, ceci étant posé, moi en fait je suis convaincue au contraire que les individus ont un rôle crucial à jouer dans la question de l'action pour le changement climatique et je vais t'exposer maintenant mes raisons. La première chose que je vais te montrer, c'est ce graphique de carbone 4 qui représente l'empreinte moyenne des Français. Pour calculer cette empreinte carbone, c'est une approche dite top-down, c'est-à-dire qu'on va regarder en fait toutes les émissions de la France, des industries françaises, des entreprises, des supermarchés, de l'agriculture, voilà, de tout, ainsi que des importations, des produits importés. Et on va ensuite répartir ça par catégorie et ramener ça à une seule personne, en divisant par le nombre de personnes. Et voici donc l'empreinte carbone qu'on obtient. Donc, c'est important de comprendre que l'empreinte carbone des entreprises est inclue dans ce bilan-là. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un ami qui fait des logiciels pour l'industrie pharmaceutique qui elle-même travaille avec les pharmacies pour délivrer des médicaments pour les gens. Donc ça va se retrouver dans notre bilan carbone. N'importe quelle entreprise du pays, à un certain maillon de la chaîne, elle travaille pour une entreprise qui travaille pour une entreprise qui travaille pour le particulier. Et tous ces bilans carbone-là sont inclus ici. Maintenant, je vais te montrer le pouvoir individuel que tu as. Si on prend la question du transport, alors déjà tu peux avoir le choix de ton lieu de vie, éventuellement, selon tes moyens, ça je sais que c'est très corrélé aux moyens, mais d'aller habiter à un endroit où tu auras accès à des pistes cyclables, où tu ne seras pas trop loin de ton travail, tu pourras éviter de prendre la voiture. Si ce n'est pas possible et que tu es obligé de prendre beaucoup la voiture, il y a cette possibilité de remplacer la voiture par une voiture électrique si tu en as les moyens. Mais imagine déjà un peu, si toutes les personnes qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique remplacent leur véhicule thermique par un véhicule électrique. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, l'État, il peut bien mettre à disposition des aides pour l'achat aux véhicules électriques, des primes à la conversion, mais si derrière, l'individu
ne se saisit pas du sujet et ne se dit pas ben, je vais étudier la question, je vais étudier la borne de recharge chez moi, je vais étudier quel sera mon rayon d'action, est-ce que les voitures actuelles sont suffisantes, hein? Si ce n'est pas l'individu qui fait ce raisonnement, ce n'est pas l'État qui va débarquer chez nous et dire ben, voilà, je vous impose de prendre un véhicule électrique. Donc c'est bien l'individu qui va démarrer cette réflexion. Aujourd'hui par exemple, on sait que la moitié des déplacements de moins de 2-3 km se font en voiture. Qui autre que l'individu peut décider de se dire eh ben, mon petit trajet qui me dure 3 minutes en voiture, il va me durer 10 minutes à vélo, ben, je vais monter sur un vélo et je vais y aller s'il y a des pistes cyclables. Hein? L'État peut mettre à disposition des pistes cyclables. Si ce n'est pas l'individu qui se saisit du sujet et qui décide d'essayer de monter sur un vélo, qui est-ce qui va le faire? Sur l'avion ensuite. Alors sur ce graphique, l'avion est très faiblement représenté, puisque en moyenne, les Français prennent peu l'avion. Hein. Il n'y a que 1/3 des Français qui prennent régulièrement l'avion. Mais si tu fais partie des 1/3 des Français qui prennent régulièrement l'avion, plus d'une fois par an, ça, alors je parle pour des questions personnelles, parce que sinon, pour les questions professionnelles, ça sera inclus dans le bilan de ton entreprise, mais pour les vacances, en gros, ou pour aller voir de la famille, ça, c'est un choix qui est personnel. Personne n'est obligé de partir à l'autre bout du monde en vacances. Hein. On a plein de choses en France aussi, on a plein de choses en Espagne, en Italie, sur les pays limitrophes, sur lesquels on peut accéder en train. Donc ça, c'est bien une question de choix individuel. Sur l'alimentation, c'est un énorme poste l'alimentation, c'est quasiment 1/4 de l'empreinte carbone d'un Français. Et parmi ces 1/4, 2/3 de cette empreinte carbone vient des produits animaux, viande et produits laitiers. Alors bien sûr que l'État pourrait faire beaucoup plus de sensibilisation à l'alimentation végétarienne, que les supermarchés pourraient mettre en avant les produits végétariens au lieu de mettre en avant toujours la viande, la viande, la viande. Mais in fine, qui est-ce qui peut prendre la décision de se dire je vais faire ma transition alimentaire et manger moins de viande? Eh bien, c'est l'individu. Sur la maison ensuite, sur le système de chauffage, alors si on est locataire, là, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on est propriétaire, si déjà tous les propriétaires décident de s'attaquer au système de chauffage et à l'isolation de leur maison, décident de remplacer leur chaudière au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur, d'isoler correctement leur logement. Hein, est-ce que c'est quelqu'un de l'État qui va venir nous prendre par la main et dire « Ah, je vois que vous avez une chaudière au fioul, donc je vais appeler les artisans pour changer ». Ben non, hein, ne serait-ce que parce qu'on a envie de prendre les rendez-vous nous-mêmes quand on est là. C'est nous qui allons faire cette démarche, c'est nous qui allons nous renseigner. L'État, il nous met à disposition des conseillers qui s'appellent les conseillers France Rénov', qu'on peut appeler gratuitement, qui vont fournir du conseil. Mais in fine, la démarche, elle vient bien des individus. Ensuite, sur le poste des achats, qui est important, qui pèse plus d'1,5 tonne, il y a des étiquetages, et il y en aura encore un supplémentaire l'année prochaine, hein, sur la robustesse des produits. Alors évidemment, il y a la question des moyens. Si tu n'as pas les moyens d'acheter quelque chose de qualité, bien sûr que tu es dépossédé de ce pouvoir. Mais si tu as les moyens, imagine déjà que toutes les personnes qui ont les moyens fassent un effort pour sélectionner des produits qui sont robustes, qui ont un bon étiquetage. Ou alors qui achètent des produits d'occasion, qui sont des produits de bonne qualité, qui du coup coûtent moins cher et qui vont durer longtemps, et auxquels on va donner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie. Donc sur tous les sujets, sur tous les pans de ton empreinte carbone, tu as énormément en fait de pouvoir d'essayer à minima et parfois, si tu en as les moyens, si tu as les bonnes infrastructures à disposition, eh bien d'agir. Ensuite, ton empreinte carbone est-elle une goutte d'eau dans l'océan? L'empreinte carbone de la France, c'est 604 millions de tonnes. Ton empreinte carbone individuelle, grosso modo, elle est de 9 tonnes. J'en profite pour préciser que 9 tonnes fois 67 millions de personnes, on retombe sur les 600 et quelques millions de tonnes de CO2 émises par la France. D'accord? Il n'y a pas d'émissions de CO2 cachées qui seraient le fait de l'État et des entreprises. Toutes les émissions de l'État et des entreprises, elles sont dans ce bilan-là qu'on peut ramener aux activités, aux besoins des individus. Continuons sur l'exemple de la goutte d'eau, parce que beaucoup de personnes m'ont dit « je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, je suis une goutte d'eau qui est incapable de faire bouger l'océan ». Penses-tu qu'une goutte d'eau est consciente qu'elle est, alors non parce qu'elle n'a pas de cerveau, mais voilà, d'un point de vue on imagine, penses-tu qu'une goutte d'eau, même si elle avait un cerveau, puisse être consciente d'être capable de briser des digues, de détruire des villes entières en cas d'inondation, de tuer potentiellement des dizaines de milliers de personnes en quelques minutes via un tsunami?
Hein, la goutte dans le nuage, elle se dit juste qu'elle est une pauvre goutte. Et puis un jour, il pleut et elle rejoint la rivière. Et la rivière, elle se jette dans un fleuve. Et le fleuve, parfois, il sort de son lit. Le fleuve, il rejoint la mer. Et la mer, parfois, eh bien, elle fait des tsunamis. Donc vraiment, il n'y a pas de honte à être une goutte d'eau. C'est superbe, une goutte d'eau. Et avec des tas d'autres gouttes d'eau, eh bien, la goutte d'eau, elle a une puissance incroyable. Tu vois, ça m'a fait penser à ce livre de Yuval Noah Harari qui s'appelle Homo Deus, ou Homo Deus peut-être, qui explique que la spécificité des êtres humains par rapport aux animaux, en tout cas une des spécificités, c'est d'avoir eu cette capacité à s'organiser à grande échelle. C'est-à-dire qu'on connaît des animaux qui sont capables de s'organiser en groupes, mais ce sont toujours des groupes de quelques dizaines d'individus, en tout cas pour les primates, ou alors si on parle des fourmis par exemple, c'est peut-être des milliers d'individus, mais c'est toujours localisé au même endroit. Nous les humains, en fait, nous avons créé les histoires et notre capacité à raconter des histoires, à adhérer à un discours, à des idées, à créer cette capacité qui est absolument unique dans le monde animal, qui est de s'organiser à grande échelle. Hein, nous, on a cette capacité-là. Alors là, tu te demandes peut-être si je t'invite à rejoindre un groupe militant, mais en fait non, c'est pas du tout l'idée que je veux transmettre ici, même si je suis convaincue que c'est une bonne chose. Ce que je dis, c'est que tu peux participer à un raz-de-marée anti-changement climatique juste en vivant ta vie quotidienne habituelle et en orientant tes actions, tes choix de consommation, ton mode de vie sur un mode de vie qui est soutenable pour le climat, qui tend vers les 2 tonnes de CO2. Ensuite, je voudrais m'attaquer aux 2 idées reçues dont on a parlé tout à l'heure, c'est que ce sont les entreprises et les politiques qui ont le pouvoir d'agir. Les entreprises, alors on a dans une certaine mesure un pouvoir sur les entreprises. Les entreprises qui vendent des produits aux particuliers, elles passent leur temps à faire des enquêtes sur les particuliers. Je sais bien parce que j'ai été moi de l'autre côté de la barrière, j'ai observé des consommateurs derrière des vitres teintées qui réagissaient à des propositions de produits pendant plusieurs années. Et je sais très bien l'attention que portent les entreprises aux attentes des clients. Maintenant, les entreprises, elles ne peuvent pas toujours satisfaire ces attentes pour des questions de prix et aussi pour des questions de concurrence. Par exemple, dans la grande distribution, j'avais interrogé un expert sur le sujet, les supermarchés ont tendance à baisser les marges sur des produits pas écologiques, mais tu vois, type le Nutella, les lessives de grandes marques, etc. et à monter en fait les prix sur les produits bio, parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir récupérer leur marge là. Alors c'est un système de malus en fait aujourd'hui sur les produits bio, les produits écologiques, qui est assez terrible. Mais la grande distribution le reconnaît, mais dit moi je ne peux pas faire autrement parce que si j'augmente les prix sur mes produits phares, les gens partent à la concurrence. Donc ils sont preneurs en fait d'une législation sur le sujet qui mettrait tout le monde au même plan. Et donc les entreprises, je pense que les citoyens ont une petite part d'action, mais il y a quand même une grande partie de l'action qui viendra des réglementations du cadre législatif. Et donc là, on en vient au pouvoir des politiques. Beaucoup de personnes l'avaient cité dans mon enquête. Oui, c'est aux politiques d'agir, c'est eux qui ont le pouvoir, moi je ne peux rien comparer aux politiques. Ça, tu vois, c'est une croyance que moi j'ai eue pendant des années. Je pensais que c'était effectivement les élus politiques qui avaient le pouvoir et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Pour moi, ça a été la première action pour le climat, c'est d'aller à un endroit où je pensais que si on arrivait au pouvoir, alors on pouvait déployer une stratégie écologique au niveau national, comme ça, en quelques années. Et bim, voilà, c'était pour moi la manière la plus directe et la plus facile d'agir. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes, qui m'ont fait beaucoup réfléchir, puisque les Gilets jaunes, tu le sais bien, le mouvement s'est créé à partir de la question de la taxe carbone qui a été mise sur les carburants. Eh bien, tu vois, moi j'ai été à la commission énergie d'Europe Écologie Les Verts, à l'époque où je militais, et la taxe carbone faisait évidemment partie de nos propositions. Eh bien, si les écologistes étaient arrivés au pouvoir, ils auraient fait exactement la même chose que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils seraient arrivés, ils auraient mis une taxe carbone. Et là, ils se seraient pris les gilets jaunes. Parce que cette réforme n'avait pas été suffisamment réfléchie d'un point de vue social. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que le fait d'arriver au pouvoir ne change rien
si ce qui est mis en place n'est pas des idées qui sont largement majoritaires, si ce ne sont pas des idées qui sont largement partagées par la population. Ça, c'est la première limite du pouvoir politique. La deuxième limite, c'est qu'on est en démocratie. Le fait de se dire qu'une minorité arrive par un micmac à prendre le pouvoir et impose des mesures que la majorité de la population ne veut pas, ça, c'est carrément antidémocratique. Même si ces mesures on estime qu'elles sont bonnes pour la protection de la planète, pour notre futur, etc., à partir du moment où on n'est pas sur un choix au moins majoritaire, et si possible beaucoup plus largement que ça, on n'est pas sur un choix démocratique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on attend trop des hommes politiques. On attend parfois que les hommes politiques se comportent comme des parents, tu vois, des êtres qui ont une autorité par rapport à nous et qui vont prendre les bonnes décisions pour notre bien, pour notre futur, pour notre avenir. Comme les parents qui obligent leurs enfants à moins manger de bonbons et à travailler dur, à faire le devoir après l'école pour leur assurer un avenir plus tard. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Les élus politiques ne sont pas des espèces de parents. Les élus politiques ne sont qu'une émanation de nous-mêmes. C'est une émanation du peuple. C'est le peuple qui met au pouvoir les élus politiques. Et les élus politiques n'ont pas plus de pouvoir que ce que le peuple leur donne. J'ai vu ce cas en illustration quand il y a eu le Covid. Ça faisait des années qu'on réclamait des pistes cyclables et on disait toujours « il n'y a pas la place, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place ». Le Covid est arrivé, on a mis des pistes cyclables provisoires en quelques semaines. Finalement, il y avait la place. Donc, c'est juste que derrière, l'opinion majoritaire avait changé. Les gens se disaient que oui, pouvoir aller en vélo au travail, c'était quand même bien, plutôt que d'être serré dans le métro. Et l'opinion majoritaire ayant changé, les élus politiques ont réussi à mettre en place ces transformations. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on comprend en fait que le levier le plus important, c'est bien que le maximum d'individus se mettent à vouloir le changement. Et les élus politiques, ils suivront la tendance majoritaire. Alors, comment on fait pour changer la société quand on n'est qu'une pauvre goutte d'eau au milieu de l'océan? Eh bien, pour comprendre ça, nous avons besoin de deux théories. La première théorie, c'est la théorie du point de bascule. Ça, c'est une théorie sociologique qui dit que quand environ 10% de la population adopte un nouveau comportement, eh bien, le reste de la population peut adopter ce comportement de manière très très rapide. C'est-à-dire qu'au début, ça se fait lentement, et d'un coup, on atteint environ 10% de la population et pouf, le changement peut se faire très rapidement d'un coup. Aujourd'hui, on n'a pas atteint ce point de bascule dans l'écologie, notamment parce qu'on n'a pas 10% de personnes qui auraient vraiment radicalement changé de comportement sur la question du climat, c'est-à-dire qui se seraient arrêtés volontairement de prendre l'avion, qui auraient volontairement réduit la viande, qui seraient passés à la voiture électrique. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont en train de se diffuser progressivement. Mais il faut avoir en tête que potentiellement, à un moment, grâce à cette théorie du point de bascule, l'adoption de ces comportements vertueux peut aller extrêmement vite. Il n'y a donc pas de quoi désespérer, puisque c'est quand même beaucoup plus facile d'atteindre un quota de 10% de personnes qui agissent plutôt que d'espérer atteindre une majorité. La deuxième théorie, c'est la théorie de conduite du changement qui indique que pour conduire le changement dans une organisation, on ne fait pas le changement de manière verticale comme indice, c'est-à-dire c'est pas si le chef de l'État dit maintenant nous allons nous changer nos modes de vie, ça va provoquer des réactions, les gens vont se braquer. C'est pas comme ça que se conduit le changement. Le changement se conduit de manière horizontale, de manière diffuse, et il s'appuie sur les personnes motivées, tout simplement. Quand on veut conduire le changement dans une organisation, en fait, on va chercher les personnes motivées, et ce sont elles qui vont faire rayonner les changements auprès de leur entourage, et petit à petit, par effet domino, ça va se répandre à l'ensemble de l'organisation. Donc, sois convaincu que tu as un rôle crucial à jouer dans cette diffusion du changement de comportement, puisque là, on n'est plus dans la diffusion d'informations uniquement, on est dans le changement de comportement. Et c'est ça qui va permettre à un moment de déclencher ce point de bascule. Alors tu vas être extrêmement aidé dans ton travail par tout ce qu'on peut voir à la télé en termes de records de chaleur, de vagues de chaleur, de sécheresse, d'inondations, de catastrophes climatiques, de méga-feux, qui est en train de vraiment accélérer cette diffusion de la prise de conscience. Et donc ce sera à toi de diffuser le changement de comportement auprès de ton entourage. Et si tu souhaites apprendre à influencer efficacement ton entourage, sans braquer, sans être contre-productif, sans tomber dans des erreurs de communication,
Eh bien, je t'invite à suivre le parcours influencer son entourage avec efficacité grâce à la communication non violente et la joie communicative, qui est un autre parcours de cette plateforme. Voilà, donc ça fait un petit paquet d'informations. Je t'invite à digérer tout ça en allant sur le questionnaire suivant et je te dis à très bientôt.